comme il y a eu un petit malentendu peut-être avec Jean-Christophe Castelin sur la méthodologie de l'étude que l'on a menée à la réunion des métropolitains, je voulais juste préciser qu'en fait, la métropole Rouen-Normandie, qui est notre tutelle, notre collectivité, dispose déjà d'une charte égalité femmes-hommes sur le plan professionnel. Et donc, nous n'avons pas voulu traiter ce sujet qui est traité globalement dans la collectivité, mais bien traité de nos missions à nous en tant que musée et comment traduire ces objectifs-là dans ce que nos pratiques quotidiennes. Et pour répondre à une des questions, donc je suis directeur, je travaille en duo avec une administratrice qui est dans la salle, et nous avons 3 pôles au sein des musées métropolitains, donc 3 responsables d'établissement, moi-même pour les musées des Beaux-Arts, mais nous venons de recruter une collègue pour Mathilde Schneider pour ce site-là, le site Beauvoisine, et le site consacré au patrimoine industriel, à la fabrique des saveurs et d'œufs, et dirigé par Marie Sanchez, qui est également conservatrice des archives. Voilà, donc une représentation, je ne vais pas faire le détail, mais relativement équilibrée, l'équipe scientifique étant majoritairement féminine, avec 8 femmes sur 10. Voilà, je crois, oui, 7 femmes sur 10. Voilà. Rapidement, je vais présenter les intervenants de cette table ronde dans l'ordre où ils vont intervenir. Françoise Banaberger, vous êtes conservatrice générale du patrimoine, et puis après une longue carrière dans les archives, une brillante carrière, enfin longue, une carrière remarquable dans les archives, dans les archives du ministère de la Justice, des archives de Paris. Vous êtes à la tête des archives nationales aujourd'hui. Caroline Ibos, vous êtes maîtresse de conférence à Rennes 2, et vos travaux ont porté plutôt avec le prisme de l'intersectionnalité sur l'invisibilité d'une certaine catégorie de population qui sont les femmes domestiques, la domesticité dans les représentations et l'histoire. Réjeanne Siligani, vous êtes en charge d'un nouvel équipement de la métropole Rouen-Normandie qui est l'historial Jeanne d'Arc, et puis par ailleurs vous avez une thèse que vous avez soutenue en 2017 sur les représentations de Jeanne d'Arc, en particulier dans une collection qui est conservée à Rouen. Julie Bott, vous revenez tout droit des États-Unis, donc merci d'être là et bravo d'avoir encaissé le jet lag. Vous êtes inscrite en thèse avec un sujet qui porte sur les musées de femmes, donc avec beaucoup d'exemples américains. Et puis enfin, Émilie Robe, vous venez du musée de l'Armée, vous êtes conservatrice en chef et vous travaillez sur un projet dont vous allez parler, qu'on pourrait intituler La guerre des sexes, mais qui est plus, je crois, moins polémique qu'il n'en a l'air. Voilà, donc cette deuxième table ronde, elle se situe 20 ans après le livre de Michel Perrault sur les femmes et le silence de l'histoire, l'invisibilité des femmes dans la recherche historique. Et ce que nous voulons interroger finalement, c'est la responsabilité des institutions face à ce silence et quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en œuvre, qui sont déjà en place, que l'on peut imaginer pour contrer cette invisibilité de l'histoire. Et donc la première intervention, elle nous paraissait fondamentale parce que nous le savons tous les historiens présents dans la salle le savent, les archives, c'est la mère de toutes les batailles, c'est le substrat qui féconde tous nos travaux, et sans un travail actif sur les archives, il n'y aura pas l'histoire des femmes rééquilibrée, la présence des femmes ne sera pas rééquilibrée dans l'histoire. Alors les archives, c'est un substrat qui est très différent de celui des musées, parce qu'il est déjà au départ beaucoup plus divers que les collections que nous avons dans les musées, mais en même temps c'est aussi un océan. Et donc la présence de femmes, de gisements de femmes dans les archives n'est pas non plus une garantie de leur émergence dans l'histoire. Voilà pourquoi nous voulions donner en premier lieu la parole à Françoise Banaberger pour faire ce panorama de la place des archives dans ces démarches et de ce qui a été déjà mis en place aux archives nationales. Merci beaucoup, Sylvain.
Oui, on va un peu se décentrer et ne pas se décentrer de l'histoire culturelle à proprement parler, des femmes artistes et de la place des femmes dans l'art, pour en fait évoquer la place des femmes, mais à peu près dans tous les domaines d'activité, à travers donc les fonds qu'on peut conserver dans les institutions d'archives. Alors, dans les institutions d'archives, quelles qu'elles soient, que ce soit des archives nationales, départementales, etc., de par les versements d'archives dites publiques qu'on reçoit des administrations, etc., on reçoit donc des archives administratives, des archives judiciaires, des archives policières, des archives sociales, sociétales, des archives d'associations, notamment quand les associations exercent une mission de service public, parce qu'à ce moment-là, elles produisent ce qu'on appelle des archives publiques. Ce qui fait que, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, à savoir qu'on trouve dans nos institutions uniquement des archives étatiques qui sont en fait la parole de l'État, et un peu oppresseurs souvent d'ailleurs, au-delà de ça, on conserve en fait à l'inverse des millions en fait de dossiers individuels qui retracent en fait des parcours de vie et des trajectoires, ce qui fait que nos services d'archives permettent comme ça de faire se rencontrer des tas d'histoires individuelles et puis l'histoire collective, l'histoire de la nation, l'histoire de l'État. Donc dossiers individuels, très nombreux, dossiers de carrière. Tout à l'heure, Charlotte Fouché-Zarmarian nous a montré quelques exemples statistiques, évidemment, et qui concernent donc tous ces dossiers des hommes, mais aussi des femmes. Et en cela reflète la société dans laquelle on vit. Mais évidemment, si on veut travailler sur l'histoire des femmes et les rendre visibles, il faut aller les chercher, ces femmes, dans tous ces dossiers. Par exemple, je prends un exemple, on a les dossiers de recours en grâce. Les dossiers de recours en grâce, ils ne sont évidemment pas organisés par sexe, par genre. Ils sont organisés dans un ordre chronologique, généralement. Et donc, si on veut travailler sur les recours en grâce portés par les femmes, il faut aller en fait dépouiller, et chaque fois qu'on trouve un dossier concernant une femme, on le prend, et c'est là-dessus qu'on travaille, sachant évidemment qu'il faut faire attention au biais des statistiques, puisque les femmes en prison, il y en a beaucoup moins que les hommes en prison, ne représentent que quelques pourcents. Voilà. Donc, la recherche de ce point de vue-là est une recherche qui peut être compliquée, d'où une certaine invisibilité des femmes si on ne comprend pas ce mécanisme-là. Et pendant longtemps, l'histoire, elle a été faite par des hommes, par des historiens. Vous avez rappelé cette pétition assez forte des 440 historiennes à l'occasion des rendez-vous de Blois qui s'ouvrent en ce moment. Donc l'histoire, elle a été faite par les hommes et pour les hommes. Donc ça accentue évidemment le phénomène d'invisibilité. Et donc en réaction, il y a eu des tas d'initiatives privées depuis la fin du XIXe siècle pour mettre en avant l'histoire des femmes à travers des archives et des fonds, des bibliothèques de militantes, de féministes, ce qui est une approche un peu différente. Et donc là, on peut citer par exemple la constitution de la bibliothèque Marguerite Durand. On peut citer le fonds, le très gros fonds concernant Marie-Louise Boublé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. On peut citer les collections là-dessus de militantes de la contemporaine, l'ex-BDIC, Bibliothèque Documentation Contemporaine. On peut citer, et plus récemment, le Centre d'archives du féminisme à Angers. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que dans les années 2010, avec une publication, je crois, même dès 2006, il y a eu une espèce d'état des sources sur l'histoire des femmes à l'échelle nationale qui a été impulsé par ce centre d'archives du féminisme. Donc, ça, c'est des initiatives privées sur une visibilité sur des militantes, des féministes, à travers un certain nombre de bibliothèques et de centres d'archives. Alors, si on veut faire apparaître davantage dans nos institutions les femmes et à travers permettre de développer,
bien davantage l'histoire des femmes plus que ça ne l'est aujourd'hui. On peut y arriver par un travail de collecte, c'est-à-dire enrichir la collecte avec d'autres types, ou centrer la collecte sur certains types d'archives. Alors, par exemple, les archives politiques. Donc les archives politiques, il se trouve que la société évoluant, depuis un certain nombre d'années, apparaissent des politiques publiques sur les droits des femmes, donc avec l'apparition des secrétariats d'État aux droits des femmes, et d'ailleurs, ne serait-ce que ça, en interrogeant comment évoluent les titres, etc., et les titulatures, on voit bien quelle est la perception et ce que veulent renvoyer les politiques vis-à-vis de ça. Et donc, par exemple, on conserve nos archives nationales, les fonds d'archives arrivés au titre du cabinet ministériel, comme c'est réglementaire, sur le Code du patrimoine, un certain nombre de fonds d'archives de ces femmes, généralement c'est des femmes qui ont été secrétaires d'État aux droits des femmes depuis Yvette Roudy, Véronique Meyers, un certain nombre... J'oublie son prénom, pourtant je ne devrais pas du tout l'oublier, Najat Vallaud-Belkacem, qui a été secrétaire d'État avant d'être ministre de l'Éducation. Donc des fonds d'archives centrés sur justement comment évoluent peu à peu les droits des femmes. Et au-delà de ça, au-delà de ces fonds-là de secrétaire d'État aux droits des femmes, voire de ministre des femmes, il y a les archives publiques, voire privées, des femmes politiques qui commencent à apparaître de plus en plus, ne serait-ce que voir à travers ces archives de ces femmes politiques, eh bien, si elles ont elles-mêmes une interrogation sur ce que c'est être femme politique, ou si elles se conduisent finalement comme des hommes dans l'exercice de leurs responsabilités ministérielles ou politiques. Et c'est là que, par exemple, aux Archives nationales, on a mis un peu en valeur un certain nombre de fonds d'archives de femmes politiques, notamment dans l'actualité récemment, les archives de Simone Veil, par exemple, mais également dans un tout autre genre, les archives de Ségolène Royal, quand elle a été ministre en charge de l'enseignement scolaire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alice Augné-Seitier, Valérie Pécresse, etc., etc., ou de fondations, par exemple la fondation France Liberté de Daniel Mitterrand, où là aussi on a des parts, on voit dans ces archives-là une vision très particulière de Daniel Mitterrand en tant que femme politique et comment elle envisage ce rôle-là. Au-delà de cette collecte sur ce type d'archives de femmes exerçant des responsabilités politiques, on a également, on peut centrer et prioriser des collectes sur des archives de femmes remarquables, je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas des femmes qui sont médiatiquement connues, célèbres, quelles que soient les catégories. Donc ça peut être des femmes dites intellectuelles, hein, des historiennes, comme par exemple on a collecté récemment les archives de Michel Perrault, mais également on avait celle de Madeleine Rébérou, on avait celle de Marie Granet, et également d'autres types. Tout à l'heure, en tant qu'ancienne élève de l'école du Louvre, a été citée Christiane Desroches de Vaucourt, dont on possède, enfin, on a collecté également les archives d'anthropologues, les archives de Françoise Héritier, par exemple, mais également ou d'historiennes résistantes, journalistes, féministes, comme par exemple, il se trouve qu'on a aux Archives nationales les archives d'Edith Thomas, qui sont arrivées tout à fait passivement à une certaine période, hein, et qui aujourd'hui sont évidemment complètement revisitées à travers le très grand intérêt qu'elles comportent. Femmes militantes, on a parlé tout à l'heure du mémorial de Caen, vous avez parlé du mémorial de Caen, mais il y avait finalement assez peu de femmes. Nous, on a un certain nombre de femmes et de témoignages de femmes résistantes, et par exemple les archives entrées récemment de Geneviève Antonios de Gaulle, mais également Lucie Aubrac, mais également ce genre de choses. Et puis des archives d'associations féminines.
qui se constitue en tant que telle. L'Association nationale des diplômés d'université, donc là on comprend bien qu'on va interroger l'accès des femmes à l'enseignement supérieur à travers ces archives-là, mais ça peut être à l'autre bout également l'association des violences faites aux femmes au travail. Ça peut être également des associations du type Association nationale du travail social, qui montre en fait qui interroge là, les politiques, enfin, les relations des femmes au travail, ou de partis politiques, partis féministes unifiés, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est focaliser la collecte sur des archives de femmes dites remarquables. Autre possibilité, élargir cette collecte aux archives dites de soi, donc aux archives en fait qui sont à ce moment-là apportées par les unes et les autres, les citoyens, les citoyennes, à travers ce qu'on organise maintenant depuis un certain nombre d'années dans le réseau des archives et des bibliothèques d'ailleurs au départ, qu'on appelle les grandes collectes. Donc il se trouve qu'en 2013, on a commencé les grandes collectes à travers la guerre, les commémorations de la guerre de 14-18, mais que, à l'initiative d'Audrey Azoulay, qui a confié une mission pour cela à Françoise Thébault, une collecte sur les archives des femmes au travail a été également décidée et mise en place le 9 juin dernier. Donc là, ces grandes collectes, c'est l'idée que chacune, là en l'occurrence c'était plutôt chacune, à travers ses correspondances, à travers des journaux intimes, à travers des livrets, à travers des relations de toute nature, ces traces en fait de trajectoires très intimes, très personnelles, en fait font partie du patrimoine national, au même titre que les archives dites plus officielles, qu'elles rentrent donc dans ce patrimoine, qu'elles méritent absolument d'être collectées, parce qu'il y a toujours les femmes considèrent encore plus fortement que les hommes que ce qu'elles ont reçu, collecté ou produit à ce titre-là ne sont pas dignes d'intérêt. Donc en fait, c'est à l'inverse leur dire que si, c'est digne d'intérêt. Et c'est ainsi que cette grande collecte a pu se faire avec finalement l'arrivée d'archives à ce moment-là, soit d'inconnus, et donc ce sont des correspondances et des journaux qui peuvent renseigner sur qui peuvent provenir d'une arrière-grand-mère sage-femme pendant la Grande Guerre, qui peuvent concerner des témoignages de femmes de prisonniers de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, qui peuvent concerner le fait d'avoir été licenciée parce qu'on était enceinte dans les années 70. Donc voilà, des témoignages qui peuvent concerner ce que c'est qu'une femme qui travaille dans la communication d'entreprise dans les années 80-90, enfin, bon, tout ce genre de choses. Donc archives d'anonymes en quelque sorte, mais archives également d'associations. Hein, c'est comme ça qu'on a par exemple récupéré les archives de Suzanne Fouché, qui a été à l'initiative de l'insertion du travail pour les handicapés avec ce qui est devenu aujourd'hui les ESAT. Et également, par ces collectes, on commence aussi à rassembler, ce qui est très intéressant, la documentation rassemblée par des chercheurs sur l'histoire des femmes. Donc, par exemple, un chercheur qui avait travaillé sur la fermeture des usines Lévi-Strauss, où travaillent beaucoup de femmes, ou bien de la documentation rassemblée sur une thèse qui a été faite sur le travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça aussi, c'est une occasion pour les chercheurs de venir et d'apporter leurs matériaux bruts qui ont servi en fait à leur recherche et qui sont très importants. Donc ça, c'est tout le travail de collecte, c'est-à-dire avoir un accent fort là-dessus pour permettre de mettre davantage en visibilité les femmes. Et puis le travail de valorisation, qui est évidemment l'autre axe, hein, la suite logique de la collecte. Et c'est ainsi qu'aux Archives nationales, on a inscrit depuis 2013 dans notre projet scientifique, culturel et éducatif, on les appelle comme ça chez nous, un axe en fait programmatique sur le genre des archives, les archives des genres, et notamment parce que les Archives nationales en 2013
se sont installés sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, en face de l'université de Paris 8, et qu'à Paris 8, il y a des centres d'histoire sur l'histoire du genre, notamment qui sont très actifs. Donc on a participé aux 40 ans du CEREG en 2014, devait être donc, le centre d'études du genre. Et à ce moment-là a été organisé un colloque sur justement la question de la place des histoires, la place des femmes dans l'histoire. De la même façon, on a travaillé en collaboration avec l'association Mnémosine sur également cette place des archives des femmes, en mettant en place un certain nombre de séminaires de recherche sur les sources des archives des femmes, en méthodologie générale et en faisant des focus sur des fonds particuliers pour faire travailler des étudiants et des chercheurs. C'est également dans ce cadre-là du PSCE qu'on essaie de porter un focus, une lumière particulière sur certaines sources qui nous paraissent particulièrement potentiellement importantes pour nourrir et pour instruire l'histoire des femmes. Ça peut être l'histoire, par exemple, de l'évolution du droit familial. Je donne un exemple. On a les archives de la direction des affaires civiles et du Sceau, donc l'élaboration de la réglementation, tout ce qui concerne le code civil. Donc ça concerne beaucoup, évidemment, la place des femmes dans la société, parce que souvent ces dossiers, en plus, sont nourris d'un certain nombre de récits de vie, de correspondances qu'on trouve. Je donnerai un simple exemple, par exemple à la fin du XIXe siècle, quand il y a eu tout le travail avant le rétablissement de la loi sur le divorce, avec la loi Naquet, on voit en fait des centaines de pétitions de femmes de l'époque qui réclament le rétablissement de la possibilité de divorcer et qui expliquent pourquoi, c'est-à-dire à quel point leurs vies sont insupportables, avec des maris épouvantables, etc., etc. Et donc c'est des récits de vie comme ça qui viennent à l'appui de ce genre de choses. De la même façon, sur l'évolution des mœurs, on a évidemment toutes les archives sur l'évolution du droit à la contraception et également sur le droit à l'IVG. Et donc en particulier, le fait que toutes les déclarations qui ont été demandées, qui sont rendues obligatoires à partir de 1975, ont été donc recueillies. On en a fait des statistiques, mais également des tas de dossiers de principe qui font apparaître à travers des statistiques là-dessus, des récits de vie, là encore, de femmes qui racontent leur parcours, leur IVG, etc. Et donc là aussi, c'est des fonds particulièrement intenses en matière de sensibilité sur l'histoire des femmes. À travers ça, on a, en termes de valorisation des expositions qui ont été centrées sur la question du genre, avec par exemple une exposition qu'on a mis en place en 2016 et qui s'appelait Présumé coupable, EES, Présumé coupable, s'était interrogé à travers tous les registres judiciaires des femmes qui ont été interrogées en justice. Donc évidemment, ceux qui les interrogent, c'est des hommes, il ne faut jamais oublier ça, mais ça c'est le travail des historiens que de le décrypter. Et ces femmes-là, on les a présentées à travers leurs paroles qui remontaient, que ce soit des femmes sorcières, des femmes empoisonneuses, infanticides, pétroleuses ou les fameuses traîtresses de la libération. Et aujourd'hui, quelque chose qui s'ouvre demain, qui s'appelle Souviens-toi Barbara, aussi exposition d'une artiste photographe qui s'appelle Maureen Ragoussi, qui est allée interroger 41 femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient entre 15 et 30 ans, et qui recueillent leurs témoignages, leurs paroles. Donc c'est leurs paroles qu'on entend, c'est leurs photos qu'on voit, puis c'est un film qu'on voit à travers tous ces parcours-là. Voilà. C'est ça que... C'est avec ces différents focus qu'on tente de faire advenir de manière un peu volontariste une meilleure visibilité des femmes à travers leurs archives. Oui, on voit bien que même si l'enrichissement des archives se fait de façon naturelle et organique, on peut aussi avoir une démarche positive et volontaire pour aller chercher des fonds d'archives qui se seraient peut-être perdus
et enrichir le patrimoine de façon plus équilibrée. C'est une démarche qu'on peut tout à fait imaginer transposer dans le monde des musées. On peut aussi aller chercher des fonds d'artistes femmes, etc. Alors, quand on parle d'invisibilité des femmes dans l'histoire, je voudrais juste en parler au présent, puisque je voudrais présenter Coralie de Souza-Vernet, qui est là, et qui est élève conservatrice à l'INP, et qui a porté ce projet depuis le début de son stage il y a bientôt 4 mois, et qui nous fait la gentillesse en plus de nous aider dans l'organisation de la journée. Voilà. Alors, sur Caroline Ibos, vous avez certainement été confrontée aux archives aussi pour vos travaux, mais aussi à un certain silence des archives, j'imagine, puisque vous avez choisi de faire un travail de collecte personnel, mais sur le terrain, pour rendre visible ce qui est encore moins visible, c'est-à-dire non seulement des femmes, mais des femmes domestiques qui n'avaient pas leur place dans l'historiographie aujourd'hui. Donc je suis ravi aujourd'hui que vous nous racontiez un peu ces travaux-là. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, j'ai assez peu travaillé dans mes travaux sur les domestiques, sur les archives, parce que je travaille dans des terrains ethnographiques, donc des recueils de données très contemporaines. Mais en revanche, je travaille là beaucoup sur les archives. Sur un autre sujet, je travaille sur les archives de Ménie Grégoire, pour essayer donc, qui sont des archives ordinaires, pour essayer de capter la parole d'autres femmes qui sont complètement invisibilisées, qui sont des femmes migrantes dans les années 70. Mais je ne vais pas parler de ça, donc je vais vous parler de mes recherches de sociologie politique sur les domesticités, c'est-à-dire à la fois sur le travail domestique, sur la manière dont il est réparti, dont il est pris en charge, et sur les rapports de domination dans lesquels ce travail s'inscrit, puisque cette question est traversée par le politique et par le pouvoir, aussi bien par le genre, mais aussi par la classe sociale, et même par des questions comme la question postcoloniale ou la question des migrations. Alors, juste à titre indicatif, et ça rejoint ce que l'on disait à la première table ronde, on essaie de formaliser un peu ces travaux sur les domesticités. On a fondé un groupe de chercheurs et de chercheuses qui est à 100% féminin, quelles que soient les disciplines, donc anthropologie, histoire de l'art, sociologie, etc. Donc effectivement, l'extrême féminité de certains espaces peut parfois être inverse à l'importance sociale qu'ils ont, parce que c'est un champ de recherche qui est toujours plutôt délégitimé, plutôt marginalisé. Ce n'est pas un objet considéré comme central dans les sciences sociales. Alors ce champ d'études, il pose au musée en tout cas plusieurs questions. D'une part, une question, me semble-t-il, qui est liée à l'organisation des musées, qui s'occupe de l'entretien des musées, qui s'occupe du ménage, de l'entretien domestique dans les musées, et quelle est la valeur accordée par l'institution à ce travail. Et puis une question artistique, quelles sont dans l'histoire de l'art les représentations du travail domestique, ou quels sont les discours de l'art sur le travail domestique. Donc la première question, la question liée à l'organisation, elle a été explorée, pas particulièrement sur le travail domestique, mais sur toutes les tâches subalternes dans les institutions culturelles, par le sociologue états-unien Howard Becker, qui a publié un livre aux États-Unis en 1982, qui a pour titre « Les mondes de l'art », et qui représente un tournant dans l'approche méthodologique et sociale de l'art, puisqu'il étudie le musée non pas à partir des œuvres, de ce qu'il contient, mais comme une organisation. Et sous son regard, le musée devient donc un réseau de coopération qui produit l'art et qui produit l'art légitime. Et pour que cette production soit possible,
eh bien, il faut que des personnes dont les activités sont différentes coopèrent, et cette approche permet de prendre en compte justement le travail non vu, invisibilisé, d'agents comme les gardiens de musée ou justement le personnel technique ou le personnel de maintenance qui est indispensable pour que le musée soit un musée. Mais toutefois, dans ce prisme analytique et dans beaucoup de recherches qui ont suivi les travaux de Howard Becker, eh bien, la perspective de genre est absente et les travaux appliqués de Howard Becker, justement, ont plutôt porté sur les agents ou les personnels, certes subalternes, considérés comme tels, mais masculins. Et si on essaie de prendre, de réinscrire une perspective de genre, eh bien, on montrerait, comme Charlotte Fouché-Zermanian l'a montré, que dans un musée des Beaux-Arts, par exemple, la majorité des œuvres ont été peintes ou sculptées par des hommes et que les tâches d'entretien sont très souvent effectuées par des femmes, mais pas les tâches d'entretien d'œuvres qui peuvent être effectuées par les conservateurs. Alors, justement, la deuxième question, celle des représentations du travail domestique et des discours de l'art sur le travail domestique, elle introduit vraiment différemment les questions de genre à l'intérieur du musée et à l'intérieur du musée comme dispositif de visibilité, puisqu'il s'agit là d'aller capter ce qui est invisible dans une institution qui rend visible. Donc je ne suis pas historienne de l'art, mais il me semble, je parle sous le contrôle des historiennes et des historiens de l'art qui sont ici, il me semble que le travail domestique, au-delà peut-être de portraits de domestiques, n'est pas une thématique importante de la peinture, ce qui n'est pas sans signification. Il reste qu'il y a, en tout cas j'essaie de regarder ces images, il y a dans la peinture hollandaise quelques tableaux, voilà un, qui représente le travail domestique ordinaire ou, et c'est le deuxième, qui en inscrivent la trace en image. Alors j'aime bien celui-là, c'est la lettre d'amour de Vermeer, et bien un balai au premier plan qui a l'air un peu égaré, mais qui pourtant est vraiment au premier plan du tableau. Mais néanmoins, alors ce qui est intéressant dans ces tableaux aussi, me semble-t-il, c'est qu'ils représentent à chaque fois des couples de femmes, et donc la question là de la classe sociale, donc de l'articulation entre la servante et sa maîtresse, et traverse complètement toute la thématique des domesticités, en tout cas du XVIIe siècle à aujourd'hui. Mais je voudrais dire quelques mots d'une artiste contemporaine qui est assez peu connue en France, mais qui est extrêmement reconnue aux États-Unis, qui s'appelle Mierle Laderman-Uclès, qui est très importante dans l'art contemporain, parce qu'elle est à la fois une pionnière de la performance et une pionnière de l'art environnemental. Et Mierle Laderman-Uclès a développé, au départ en tout cas dans son travail d'artiste, a développé une critique de la division sexuelle du travail artistique en la croisant avec la division sexuelle du travail domestique. Donc c'est une artiste qui est née en 1939, elle a participé au mouvement des droits civiques aux États-Unis, elle s'est engagée dans les mouvements féministes et aussi contre la guerre du Vietnam, et elle raconte que par son éducation, par ses idéaux, par ses références, elle s'est inscrite dans une culture de l'émancipation. Or, en 1969, au moment précisément des mouvements féministes sur les campus américains, elle devient mère et elle constate avec surprise, à la suite de la naissance de sa fille, qu'elle se découvre qu'elle est à la fois contrainte de prendre en charge de manière totalement inégale non seulement les tâches liées à l'éducation de l'enfant, mais tout ce qui va avec, et qu'en plus, elle se voit rejetée du monde de l'art et des galeries new-yorkaises auxquelles elle avait choisi
d'appartenir. Et à partir de cette expérience, elle écrit un manifeste dans lequel elle se définit comme une artiste de maintenance et elle décide de faire des activités domestiques répétitives, du dirty job, l'objet de sa pratique artistique. C'est-à-dire qu'elle va déplacer les activités domestiques de l'espace privé à l'espace public et le mettre au centre du musée. Donc dans ce manifeste, qui a par ailleurs un très beau texte où elle refait toute une histoire de l'art d'un point de vue genré, elle pose tout au début cette question: lundi matin, après la Révolution, qui s'occupera des poubelles? Et par cette formule, eh bien, elle réinscrit justement le grand projet, toujours associé là à des masculinités triomphantes, le grand projet révolutionnaire dans la vie ordinaire. Et au-delà de l'héroïsme, peut-être qu'une question politique importante est celle de la répartition du sale-boulot. Alors en 1973, Lucie Lippard, qui est une théoricienne critique et une curatrice, invite Merlade Manukles à intervenir au Wadsworth Atheneum Museum, qui est un musée qui se trouve à Hartford dans le Connecticut et qui est très particulier parce que justement c'est le plus ancien musée d'art des États-Unis. Et Ukles fait une série de performances en tant qu'artiste de maintenance. Je ne peux pas les détailler toutes, mais celle dont vous voyez l'image est importante. Pendant toute une après-midi, agenouillée, elle lave par terre les marches et le hall du musée avec des chiffons particuliers que les conservateurs appellent diapers, ce qui veut dire couche pour bébé. Et comme le sol lavé est humide, les visiteurs en marchant sont obligés de laisser des traces, en sorte que, inlassablement, elle doit relaver le sol du hall du musée pour qu'il reste propre. Et donc, par cette performance ironique, elle met sous le regard des visiteurs ce qui leur est en général soustrait, c'est-à-dire le ménage, qui est essentiel pour qu'un musée d'art soit un musée d'art. Et elle montre donc que ce lieu de culture peut aussi être pour d'autres, qui travaillent tôt le matin en général, ou bien tard le soir, le lieu d'un travail harassant. Et il y a toute une transformation, bien sûr, du geste artistique par cette performance. Donc son travail, je le trouve extrêmement radical, extrêmement intelligent. Il faut dire qu'il est encore aujourd'hui très marginalisé dans l'histoire de l'art. Et le titre que j'avais donné à cette courte intervention était le travail domestique comme œuvre d'art. Mais on peut aussi inverser la proposition dans une sorte de palindrome et se demander: l'art peut-il être du travail domestique? Merci. Merci. Ce qui est bien quand on s'aventure dans ces sujets, c'est qu'on est confronté impitoyablement au réel, à intervalles réguliers. Et merci de nous avoir rappelé ces conditions dans les musées. Alors, Réjeanne Silleghini, vous êtes caché un personnage féminin mais historique, Jeanne d'Arc. Il se trouve que la métropole de Rouen a fondé un lieu de mémoire autour de ce personnage. Et quand on a préparé cette matinée, vous me disiez: Jeanne d'Arc, c'est vraiment le contre-exemple. Alors, à vous maintenant la parole. Alors effectivement, moi je vais vous présenter un cas particulier qui est celui de Jeanne d'Arc et donc de l'historienne Jeanne d'Arc dont j'ai la charge. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire Jeanne d'Arc, c'est une femme, elle est très visible pour le coup. L'historienne Jeanne d'Arc est un établissement culturel au retentissement international si on considère sa fréquentation étrangère. Mais lorsqu'il a été discuté de créer un établissement autour de la figure de Jeanne d'Arc, la question du genre ne s'est pas vraiment posée. Il était évident de représenter l'héroïne dans la ville qu'il avait vue mourir, ça c'était certain, mais créer un établissement qui rende exclusivement hommage à une femme, à mon sens, non. Alors, la première question est donc: a-t-on créé un historial dédié à une femme? Donc là encore, je suis tentée de répondre non à cette question. D'abord parce que Jeanne d'Arc, aujourd'hui, n'a pas réellement le statut de femme, finalement,
J'entends par là que son histoire est portée au-dessus de son sexe et de son genre. Et Philippe Contamine d'ailleurs le rappelle, Jeanne d'Arc, lors de son procès, donc à ses juges, lors de son interrogatoire, dit bien que sa mission qui est donnée par Dieu dépasse son sexe, son âge et sa condition. Elle porte l'habit d'homme, la coiffure du XVe siècle, qui est d'ailleurs un sujet encore polémique, puisqu'on pense souvent que c'est ce qui l'a précipité sur le bûcher. Et là, c'est Olivier Bouzy qui en parle. Alors, je ne prends que des exemples masculins pour le coup, c'est pas top, mais le port de l'habit d'homme ne lui a pas été reproché, en tout cas le temps qu'a duré sa mission, ses juges comprenant bien d'ailleurs l'intérêt de le porter. Ce qui lui a été reproché, c'est de ne pas vouloir retourner à sa condition sociale et sa condition de femme une fois sa mission terminée. C'est donc plutôt ça, ou ces légendes et ce mythe, qui a posé Jeanne d'Arc dans la question du genre. Au XIXe siècle, quand elle devient un véritable enjeu politique, on voit naître quantité d'hypothèses et de théories pour expliquer cette histoire. Et dans une société fortement patriarcale qui est le XIXe siècle et codée très différemment de celle du Moyen-Âge, on va essayer de trouver une autre réalité à simplement le fait qu'elle ait pu prendre les armes et partir sauver son roi. Alors on va imaginer que c'était en fait peut-être un homme, on va d'ailleurs l'imaginer et la représenter avec des traits masculins, en dépit évidemment des sources historiques qui présentent des examens sérieux et des témoignages de ses contemporains qui ne laissent aucun doute au fait qu'elle soit une femme. On va également imaginer que si oui, elle est une femme, alors elle n'a pas pu faire tout ça toute seule. Donc là, il y a la théorie du complot qui voit le jour, une bâtarde royale cachée, entraînée en attendant qu'une seule chose, c'est d'intervenir. L'idée aussi qu'elle ait pu se défendre seule face à ses juges, avec beaucoup de réparties cinglantes et d'intelligence, laisse aussi assez perplexe l'homme du XIXe siècle. Finalement, nous a-t-on pas menti? Est-ce qu'elle était vraiment une pauvre paysanne? Était-elle instruite? Ça expliquerait beaucoup de choses. Toutes ces théories sont bien évidemment corrigées par les spécialistes de son histoire, qui, je vous le rappelle, est quand même l'une des plus documentées de la période médiévale. Mais le mal est fait, et aujourd'hui encore, la question « Jeanne d'Arc est-elle vraiment une femme, en est-on certain ?» est l'une des plus posées par nos visiteurs à l'historial Jeanne d'Arc. C'est bien là donc la preuve d'une difficulté pour une société patriarcale à imaginer une femme possédant une force morale et physique suffisante pour transgresser les règles et les codes de son temps. Alors on peut ensuite se poser la question, à ce moment-là, que peuvent nous dire les représentations de Jeanne d'Arc de la place des femmes dans les sociétés depuis le XVe siècle? Alors Jeanne d'Arc est d'abord considérée comme une exception, comme je vous le disais, pendant des siècles, ses entorses à son statut de femme étant considérées comme la volonté de Dieu déjà par ses juges en 1456, donc lors de son procès en réhabilitation. Ensuite, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ceux qui ont fait son histoire sont pour la grande majorité des hommes. Qu'ils soient historiens, hommes politiques, écrivains, personnalités publiques, et ceux depuis le XVe siècle, ils véhiculent du coup leurs propres valeurs et leurs propres stéréotypes quant à la place des femmes dans la société. Au début du XIXe siècle, Michelet fera de Jeanne d'Arc l'allégorie de la mère patrie, en disant « Souvenons-nous toujours que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse, de ses larmes et du sang qu'elle a donné pour nous. Elle n'est donc pas une simple femme. Si elle accomplit tout cela, c'est par un destin qui nous échappe complètement, qu'il soit d'ailleurs républicain ou catholique. » Enfin, la Troisième République s'empare de ce personnage pour créer une unité nationale, pour exacerber le sentiment national et patriotique. Jeanne d'Arc devient un symbole, et donc là encore, sa mission se trouve à nouveau au-dessus de son sexe, de son genre, de sa condition et de son âge. Donc on note encore une fois la difficulté à aborder Jeanne d'Arc en tant que femme sans être ni une héroïne, ni une sainte. Elle ne rentre pas dans les cases, et pour vous donner un exemple parlant, assez rigolo, on trouvera au début du XXe siècle une collection de couvertures de cahiers pour les écoliers intitulée « Les hommes célèbres ». Évidemment, Jeanne d'Arc en fera partie. Donc il y a vraiment une difficulté dans l'imaginaire collectif à imaginer une femme pouvoir accomplir tout ça. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est alors qu'en est-il du regard des femmes sur l'histoire de Jeanne d'Arc? Et là, force est de constater que les femmes ne sont pas très représentées dans son historiographie. Jeanne d'Arc a pourtant inspiré des artistes féminines tout au long des siècles. On peut citer Christine de Pisan, Marie d'Orléans et d'autres, participant ainsi à la transmission de l'histoire.
Je pense aussi à Camille Valérie Rado, qui a réuni une collection d'environ 10 000 documents exclusivement consacrés à Jeanne d'Arc et à son histoire, donc sur laquelle j'ai travaillé pendant mon doctorat, entre 1890 et 1927, et qui du coup nous offre vraiment une fenêtre, un regard sur une période où la construction de son mythe est réelle et où on est vraiment à l'apogée du culte de Jeanne d'Arc. Et donc là aussi c'est très intéressant, c'est encore une femme qui a collectionné tout ça, et c'est quand même le deuxième fonds joannique de France aujourd'hui. Également, mais là c'est encore un peu anecdotique, lors de sa double reconnaissance en 1920, à la fois par la République et par l'Église, Jeanne d'Arc devient un symbole pour les femmes, un modèle pour justifier l'entrée des femmes dans la vie professionnelle et publique. 2 mouvements féministes seulement, sur le XXe siècle, se seront appropriés son personnage. La Ligue patriotique des femmes françaises, qui rassemble les femmes des milieux bourgeois et catholiques pour créer un espace de politisation et d'apprentissage de la citoyenneté, et également les suffragettes, qui, elles, feront de Jeanne d'Arc, s'accapareront son histoire en faisant de Jeanne d'Arc une féministe avant l'heure, une précurseur, ce qui n'était pas du tout dans l'idée de Jeanne d'Arc, je vous rappelle, sa mission était au-dessus de sa condition, etc. Il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour voir aussi des historiennes s'intéresser à ce sujet. Alors, il y a d'autres raisons que simplement le fait qu'on s'intéresse à Jeanne d'Arc, c'est que, comme dans toutes les disciplines scientifiques, les femmes étaient assez peu représentées. Donc on attend cette seconde moitié du XXe siècle pour avoir un regard féminin sur cette histoire. Aujourd'hui, à l'Historial Jeanne d'Arc, on s'empare vraiment de cette question. Il nous tient à cœur de sensibiliser les visiteurs à cette question en mettant en place des actions culturelles lors d'événements spécifiques, mais également au quotidien. Par exemple, lors des visites guidées de l'Historial Jeanne d'Arc, nos médiateurs qui sont formés à toute cette complexité autour des représentations de Jeanne d'Arc décryptent les récupérations et les instrumentalisations pour vraiment revenir à son histoire en brisant les stéréotypes et les idées reçues. Les historiennes sont aussi représentées à parité dans les dispositifs multimédia qui permettent d'interroger 4 historiens, par exemple, à la fin de la visite de l'Historial Jeanne d'Arc. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jeanne d'Arc est un contre-exemple de la représentation féminine dans nos institutions si on considère son statut particulier. La question d'un historial dédié à une femme n'avait donc pas été posée. Et si on regarde bien d'ailleurs, la composition du comité scientifique a laissé peu de place à l'expression des femmes puisqu'une seule est présente. Mais aujourd'hui, cette question doit l'être. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour revenir à ça aussi, l'Historial compte une grande majorité de femmes dans son équipe et la majorité des postes à responsabilité sont tenus par des femmes. Merci beaucoup. On voit bien en tout cas que dans la déconstruction des stéréotypes, nous avons, nos musées, nos lieux de culture, un grand rôle à jouer, puisqu'on se pose encore la question aujourd'hui, est-ce que Jeanne d'Arc était une femme? Merci beaucoup de cette intervention. Julie Bott, vous allez nous parler du cas un peu particulier des musées de femmes et de leur relation aussi au champ social de la sphère militante aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler de ce type d'institution très particulier et radical qu'on appelle le musée de femmes. Alors ce terme qui sonne un peu étrangement en français, en fait la traduction du terme anglais Women's Museums, donc voilà, musée de femmes en français. Et je vais essayer donc à travers mon intervention d'esquisser comment est-ce que ces musées répondent donc au silence de l'histoire et au manque de visibilité des femmes. Alors je me centrerai sur l'exemple d'un musée qui se trouve à Washington DC, qui s'appelle le National Museum of Women in the Arts. Dont la co-présidente de l'association des amis du musée est présente. Mais je la salue et je serais ravie de la rencontrer tout à l'heure pour en discuter. Donc je me concentrerai sur cet exemple par manque de temps et aussi parce que je trouve que c'est un musée très exemplaire et passionnant. Alors, donc tout d'abord, en ce qui concerne les missions de ce musée, donc le National Museum of Women in the Arts, c'est un musée qui a été fondé donc, en 1987 par Wilhelmina Cole Holliday. Et en fondant cet espace institutionnel particulier, elle a voulu créer un musée entièrement dédié à l'art créé par les femmes. Alors, ce qui différencie ce musée des autres musées d'art est son exclusivité féminine.
Donc il est conçu comme un musée à elle ou un musée qui leur soit propre, donc selon la traduction en français du terme A Museum of Their Own, qui est le titre de l'ouvrage dans lequel la fondatrice de ce musée revient sur son histoire. Alors, ce musée, par son existence, dénonce le musée à moitié vide, donc selon l'expression de l'historienne de l'art Griselda Pollock, et tente de rendre visible ce qui demeure encore invisible dans les autres musées d'art. Alors, la mission de ce musée est définie de la façon suivante, donc je cite un extrait de leur mission. Donc le musée apporte une reconnaissance aux réalisations des artistes femmes de toutes les époques et de toutes les nationalités, en exposant, préservant, acquérant et en faisant des recherches sur l'art des femmes et en enseignant en public leur production. Et un peu plus loin dans la mission, on peut lire que le musée souhaite donc s'attaquer au déséquilibre entre les sexes dans la présentation de l'art, en mettant en lumière d'importantes artistes femmes du passé, tout en faisant la promotion de grandes artistes femmes travaillant aujourd'hui. Et également, ce qui est vraiment important dans ce musée, c'est que, donc je cite encore, donc le musée préconise une meilleure représentation des artistes femmes et constitue un centre essentiel pour l'engagement communautaire et le changement social. Donc le musée est à la fois, comme tous les musées d'art, mais d'autres disciplines également, un organe de préservation, de recherche et de diffusion, mais aussi un outil de sensibilisation portant les voix des artistes femmes et œuvrant pour un changement social en leur faveur. Et ce qui est particulier à ce musée, qu'on retrouve dans les autres musées de femmes, c'est que la préservation du patrimoine des femmes participe à un projet plus vaste d'améliorer leurs conditions de vie et leur place dans la société, à la fois aujourd'hui et dans le présent, mais également dans l'avenir. Donc il y a un lien entre le passé, le présent et l'avenir des artistes femmes. Donc tout d'abord, le musée cherche donc à rendre visibles les femmes. Alors je vous montre ces quelques chiffres qu'on trouve sur le site du musée, qui attirent donc l'attention sur la faible représentativité des femmes dans les collections permanentes, les expositions temporaires et les accrochages, les œuvres qui sont visibles dans les salles des autres musées. Et en fait, c'est le constat de ce manque de visibilité des femmes dans les autres musées qui a motivé la création du musée à Washington, mais également d'autres musées de femmes. Alors, je voudrais vous montrer l'exemple d'un type d'exposition que je trouve vraiment intéressant pour illustrer justement ce désir du musée de rendre visibles les femmes. C'est en fait une série d'expositions qui s'appelle le New York Avenue Sculpture Project. On voit ici donc les œuvres de Niki Saint-Phal. Et en fait, c'est donc l'avenue, la New York Avenue, se trouve face au musée, le National Museum of Women in the Arts. Et en fait, ils organisent donc des expositions temporaires dans cette avenue, donc dans l'espace public, de sculptures monumentales réalisées par des artistes contemporaines. Donc c'est vraiment un moyen d'afficher dans l'espace public, dans la rue, ces œuvres et de leur donner une visibilité dans l'espace. Également, donc, ce musée à Washington a une position géographique très intéressante, je trouve, car il se trouve inévitablement en lien avec les autres institutions de la ville, notamment celle du National Mall, qui est donc une vaste esplanade à Washington où se trouvent de nombreux lieux de commémoration de l'histoire des États-Unis, donc des lieux dédiés aux grands hommes qui se sont illustrés dans cette histoire. Et à côté de tous ces mémoriaux se trouvent aussi beaucoup de musées de la Smithsonian Institution, qui est donc une institution muséale très importante évidemment aux États-Unis.
Et donc rendre les femmes visibles dans cette ville et dans ces lieux symboliques de l'histoire américaine est vraiment important pour participer à reconnaître leur contribution à l'histoire nationale et à les intégrer dans la mémoire collective. Alors j'aimerais maintenant m'attarder sur un aspect assez spécifique au musée de femmes, qui est leur stratégie qui repose sur ce qu'on pourrait appeler l'exclusivité féminine, c'est-à-dire qu'ils ne donnent à voir dans leur collection que des femmes. Donc ils donnent une exclusivité, une visibilité absolue aux femmes dans leur collection. Donc les musées de femmes ont choisi une stratégie séparatiste, donc ils sont entièrement dédiés aux femmes, et ils existent donc à côté des autres musées d'art auxquels ils veulent donc répondre. Alors je cite les propos donc, de la fondatrice du musée de Washington, Wilhelmina Kohl-Holladay, qui explique donc son choix de créer un musée séparé, en disant que cela aurait plus d'impact sur la sensibilisation du public à la contribution des femmes artistes, si cela formait le cœur d'un musée séparé, plutôt que d'être dispersé dans une institution existante. Et elle ajoute également notre but est de rendre les artistes femmes reconnues et connues afin qu'elles soient acceptées. Donc on a vraiment ce choix de créer un musée entièrement dédié aux artistes femmes. Alors évidemment le risque d'un musée séparé, c'est donc d'essentialiser en quelque sorte les femmes ou de poursuivre cette mise à l'écart dans les collections muséales. Et donc parmi les critiques faites à ce musée, mais qui sont aussi communes à d'autres musées de femmes et qu'on retrouve depuis leur création, il y a donc ceux qui affirment que ce sont dans les institutions existantes que les changements doivent être faits et que séparer les artistes femmes concourt à les marginaliser davantage. Alors bien sûr, donc, pour éviter cet écueil d'une mise à l'écart et d'une marginalisation, le musée, le National Museum of Women in the Arts, est attentif dans ses actions à montrer la diversité des artistes femmes et la pluralité de leurs œuvres, donc pour ne pas les enfermer dans une catégorie artistes femmes. Par exemple, donc, parmi les expositions temporaires qui ont été organisées depuis son ouverture en 1987, le choix des thématiques, des artistes et des techniques a été très varié, donc pour vraiment montrer cette diversité de leur production avec des rétrospectives monographiques plus classiques consacrées par exemple à la peinture figurative, comme par exemple une exposition monographique consacrée à Berthe Morisot, mais il y a aussi une place qui est laissée aux œuvres abstraites. Certaines expositions, donc à côté de celles qui donnent visibilité à la peinture, montrent des techniques qui sont quelque peu en marge en histoire de l'art, telles que l'art vidéo, le design ou encore les arts traditionnels. Par exemple, une exposition qui avait été consacrée à la production de kilt, donc des productions qui sont peu visibles dans l'histoire de l'art. D'autres expositions au sein du musée abordent la question de la représentation des femmes. Par exemple, une exposition intitulée « Portraits de femmes par des femmes ». D'autres sont consacrées à l'art féministe. Et enfin, d'autres expositions représentent des aires géographiques qui sont peu visibles. Par exemple, une exposition consacrée à l'art contemporain en Turquie, ou encore une exposition consacrée aux peintures aborigènes australiennes. Donc on voit qu'il y a vraiment une grande diversité dans les choix de ces expositions pour justement montrer de manière dynamique les femmes, les artistes femmes dans toute leur pluralité. Alors une autre limite du projet muséal qui pourrait être critiquée est son ambition de représenter les femmes dans les arts, donc toutes les femmes dans tous les arts, du XVIe siècle à nos jours, sur tous les continents, dans toutes les techniques. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux. Et ce vaste projet se heurte rapidement à une exhaustivité impossible face à la diversité des créations et des contextes. Et donc pour répondre au mieux à cette difficulté de représenter les artistes femmes, la collection permanente du musée est organisée autour de plusieurs thématiques ouvertes
qui vise donc à attirer l'attention sur différentes questions et à déconstruire des présupposés, et en tout cas à susciter la réflexion, mais de manière ouverte, pour éviter un discours chronologique où il y aurait évidemment des absentes et où ce serait impossible de représenter toutes les artistes femmes. Et parmi les thématiques, on pourrait citer par exemple une qui s'appelle, je traduis en français, donc zone de construction, qui rend visibles les femmes constructrices, qui ont réalisé des assemblages, des sculptures abstraites. Et cette idée de construction dans l'espace, souvent aussi de construction monumentale, en général associée plutôt au masculin. Et d'ailleurs, les femmes sculptrices ont eu plusieurs difficultés à être reconnues dans cette technique. Une autre thématique s'intéresse au langage du corps, et donc à la représentation du corps par des femmes. Ou enfin, une autre s'intéresse aux affaires domestiques. Et on peut voir dans cette section des objets de l'espace domestique qui ont été donc détournés par des artistes. Alors j'aurais terminé en ouvrant sur les musées de femmes en général. Ce que je trouve passionnant avec ces musées, c'est qu'ils portent un regard critique sur le musée qu'on pourrait qualifier de musée traditionnel, en tout cas les autres musées qui ne se définissent pas comme étant des musées de femmes. Et ces musées abordent le problème de la réception institutionnelle des artistes femmes et de leur marginalisation dans les collections. Et par leur existence même et par leur projet, ils questionnent la définition actuelle du patrimoine, mais aussi la place du musée dans la société. Et les musées de femmes, se définissent donc comme musées de femmes, interpellent donc le genre des autres musées, qui seraient plutôt donc des musées d'hommes, alors qu'ils prétendent représenter l'humanité de manière universelle. Et par leur radicalité, en quelque sorte, les musées de femmes nous amènent à nous poser tout un ensemble de questions. Par exemple, le musée, donc, pour reprendre la définition de l'ICOM, donc du Conseil international des musées, acquiert, préserve, étudie, expose et transmet ce qui est qualifié comme étant le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Or, comment prétendre représenter le patrimoine de l'humanité si les femmes sont exclues de ces collections? Et finalement, quelle représentation de la société donne à voir les musées? Quel est le patrimoine qui est jugé digne d'être préservé, donc sélectionné, montré et surtout transmis aux générations futures en tant que témoignage remarquable de l'histoire de l'humanité? Alors, donc, récemment, plusieurs expositions temporaires ont été consacrées à des artistes femmes, mais l'enjeu des musées de femmes est de dépasser l'événementiel et le temporaire pour agir sur le long terme. Donc, il y a des institutions assez pérennes qui ont une place stable et qui interagissent par rapport aux autres musées. Ils veulent agir donc sur les collections permanentes des musées et aussi sur le discours de l'histoire de l'art, mais également sur les esprits et les mentalités donc des visiteurs qui s'y rendent et plus largement donc, de la société. Donc les femmes, enfin des femmes en tout cas à travers le monde, comme la fondatrice de ce musée à Washington, se sont appropriées le musée et s'approprient le musée en tant qu'institution pour en faire un instrument de contestation, mais aussi de valorisation, d'expression et de sensibilisation en faveur des artistes femmes. Merci Julie Bott. On pourrait citer l'exemple aussi hybride de Brooklyn et d'un musée qui a une section féministe et art des femmes au sein, comme un département de son musée. Alors, pour conclure, voilà un musée qui n'est a priori pas un musée de femmes, le musée de l'armée, et pour autant, le musée de l'armée, depuis plusieurs années, est peut-être un des musées qui porte le plus des sujets en prise avec les préoccupations d'aujourd'hui. Et dans cette lignée-là, des grandes expositions qui ont eu lieu ces dernières années, vous préparez quelque chose autour de la guerre des sexes, mais explicitez-nous cette expression, s'il vous plaît.
bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Je vais tâcher dans le temps imparti de vous présenter ce qui n'est encore qu'une ébauche de projet d'exposition qui se dessine au musée de l'Armée depuis plusieurs années, dans un cadre que je vais vous expliquer tout de suite, mais qui est chronologiquement vaste, puisque nous parlons d'un projet à réaliser en 2024. Donc, nous prenons notre temps et nous voulons le prendre parce que c'est un sujet important. Pas pour rater le coche, au contraire, mais pour prendre vraiment le temps de nous approprier aussi ce sujet-là, qui, vous le comprenez bien, dans le contexte de la Grande Muette et de l'histoire que l'on vient de voir assez muette, elle aussi, puisque nous sommes l'un des musées référents pour les musées d'histoire au sein, reconnus comme tels par les musées de France. Ça nous porte à vraiment soigner notre discours et à examiner les choses de la façon la plus approfondie possible. Alors, néanmoins, puisqu'on parlait de chiffres et en hommage à Madame Barbillon tout à l'heure, le musée de l'Armée est sous la tutelle du ministère des Armées, la ministre des Armées. Le musée de l'Armée a dans son équipe de direction un directeur, une directrice adjointe, Ariane Sarrazin, et une secrétaire générale, et 2 fois plus de conservateurs féminines que de conservateurs masculins. Donc là aussi, nous sommes parfaits. Ceci dit, tous les jours, nous sommes confrontés aussi à une histoire qui est strictement masculine, pour ne pas dire à un certain nombre d'usages que vous imaginez bien. Donc, on vous tient à la porte et qu'on vous dit « vous êtes charmante ce matin », c'est régulier. Et ça n'est pas du tout pensé comme étant une brimade. Donc on ne se vexe pas. Donc le sujet au sein du musée de l'Armée, c'est aussi celui d'un ministère qui est en plein remaniement autour de cette question-là, et dont vous avez peut-être vu, je ne sais pas si la campagne est allée jusqu'aux rues de Rouen, mais en tout cas dans les rues de Paris, elle est assez visible en ce moment, cette campagne de publicité pour l'armée de terre et le recrutement qui ne présente que des personnels féminins. C'est comme ça qu'on dit. Alors, justement, dans le cadre de ces interrogations liées au ministère, le musée de l'Armée souhaitait réfléchir à cette question-là et ne pas se la laisser imposer. Pour pouvoir la traiter comme il l'entend, et comme on l'a fait pour d'autres expositions auxquelles vous faisiez allusion, M. Annick, pour pouvoir se donner vraiment le temps et les moyens de l'ancrer dans la programmation du ministère, de façon à ne pas risquer, comme c'est arrivé pour l'Expo Algérie, une annulation qui a été frôlée un mois avant l'inauguration. Donc on m'a demandé, parce que j'étais volontaire, on m'a demandé de réfléchir à une question hyper passionnante, c'est les femmes et la guerre. Voilà. Alors les femmes et la guerre, moi franchement, je vous avoue tout de suite, quand on m'a donné le sujet, j'ai dit oh, ah ouais super, il y a des femmes en uniforme et bravo, c'est génial, maintenant on va pouvoir dire qu'il y a un certain nombre de personnels féminins dans l'armée. Bravo. Il n'y en avait pas avant, maintenant il y en a, c'est génial. Alors j'ai essayé d'interroger plutôt cette question et cette façon dont j'ai pris le sujet, et à dire vrai, j'ai fait comme la plupart des intervenantes que j'ai entendues ce matin, peut-être encore quelques-unes cet après-midi, j'ai interrogé les stéréotypes. Et je me suis dit, pourquoi diantre cette question-là se pose-t-elle? Qu'est-ce qui fait que la guerre, qui est un phénomène qui impacte l'ensemble d'une société, particulièrement quand elle devient mondiale, mais c'est le cas avant aussi, comment se fait-il que l'on s'interroge sur le rôle des femmes? Ça veut dire que c'est pas évident? Ça veut dire que les femmes n'ont rien à voir avec la guerre? Sans doute. Mais alors pourquoi y a-t-il un sujet, les femmes et la guerre? Pourquoi voilà, moi je suis historienne de formation, archiviste paléographe, conservateur du patrimoine. Je vous avoue que, un peu comme tout le monde ici sans doute, j'ai fait des études qui n'ont pas porté à m'interroger tout de suite sur la place des femmes dans l'histoire. J'ai fait des études qui m'ont amené à un poste, et dans ce poste, je me suis petit à petit approprié cette question-là. Je me suis aperçue qu'on avait des collections qui parlent des femmes, mais qu'on n'expose pas, ou qu'on ne présente pas comme telles, ou tout simplement qui sont si insignifiantes qu'elles sont par nécessité marginalisées, même quand elles sont exposées. Bon, j'ai un petit sujet de prédilection qui est celui des cantinières et vivandières, et
C'est pour ça qu'on m'a collé les femmes et la guerre. C'est vrai. Donc ces femmes qui suivent les armées et qui n'existent pas. De même d'ailleurs que les hommes qui suivent les armées n'existent pas vraiment. Il faut attendre une réglementation du début 19e siècle, et même, ou une déréglementation, si vous voulez, de la Révolution française, qui a décidé qu'on n'allait plus réglementer les cantinières et les vivandières, et qui s'est aperçu quelques mois plus tard que c'était la catastrophe, que les armées étaient intenables et qu'il fallait revenir à une réglementation. Là aussi, les silences de l'histoire ne sont pas forcément là pour rien. Et à partir du moment où on commence à en parler, ça fait le bazar. Donc la Révolution, je ne sais pas qui fera le ménage après, mais la question s'est posée de façon très très forte sur la présence des femmes. Et des débats qui ont eu lieu à partir de la Révolution, qui ont été clos par Napoléon, et plus encore par le 19e siècle dans son ensemble, qui s'est bien approprié Jeanne d'Arc comme il fallait, ces débats-là se sont précisément portés autour de la place des femmes aux armées. Et nous, dans les collections, on a des uniformes de cantinières, on a des médailles militaires qui ont été attribuées à des femmes, les toutes premières. On a aussi Marie-Angélique Duchemin, que vous voyez là en bas dans le coin, cette figure avenante, décorée de la Légion d'honneur, et qui est la première femme pensionnaire aux Invalides. Et elle n'y était pas parce qu'elle était infirmière, je vous l'assure. Il y a également une sculpture, alors postérieure hélas, mais tant pis, représentant Thérèse Figueur, qui est l'un des dragons les plus connus de l'histoire de l'Empire, puisque Thérèse Figueur s'est engagée sous l'uniforme masculin et, une fois découverte, a continué à combattre en tant qu'homme, reconnue comme telle par les officiers qui faisaient silence à son sujet. Donc là, le silence est positif finalement. Donc c'est à partir de cet examen des collections que j'ai en charge, puisque je m'occupe du département armée uniforme réglementaire du XVIIe au XIXe siècle, moderne, on appelle ça chez nous, que je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet. Alors j'ai du coup, en réfléchissant à ce sujet, fait un petit tour d'horizon des représentations liées aux femmes et à la guerre. Alors celles que je vous ai mises là sont plutôt orientées Première et Deuxième Guerre mondiale. C'est normal, c'est aussi parce que les deux conflits mondiaux doivent occuper nécessairement une place essentielle dans cette approche, mais on n'oublie rien. Je vous ai mis tout à l'heure, donc vous avez des femmes au foyer remplissant leur rôle à l'arrière, pour le moral, pour l'approvisionnement. Vous avez des femmes qui servent de motifs, d'exemples, de motivation. Là c'est un affreux japonais s'emparant de vos femmes et de vos filles. Vous avez Lady Chatterley, qui est un de mes exemples préférés, même si c'est un exemple littéraire, nous interdisons rien. Lady Chatterley, pour moi, est justement une excellente incarnation de la façon dont la guerre peut questionner la société. C'est-à-dire que le sujet... alors, si certains d'entre vous sont des âmes sensibles, je vous prie de fermer les yeux quelques instants. La slide suivante n'est pas adorable. Si on peut passer, voilà. Ça, c'est la version d'Orlan de l'œuvre de Courbet. C'est une photographie. Mais l'origine de la guerre, voilà, si on veut interroger des stéréotypes, voilà où nous en sommes. Donc la guerre, c'est une affaire d'hommes. Et il y a un sujet à parler des femmes avec ça. Et donc précisément, ce sujet-là, il se situe non pas sur la façon dont les femmes vont pouvoir s'inclure dans une activité guerrière et faire leur rôle patriotique. Merci Jeanne d'Arc qui est présente sur beaucoup d'affiches, surtout au début du XXe, mais bien plutôt sur la façon dont le rôle des femmes et le rôle des hommes, à cause de la guerre, change. La façon dont la guerre impacte soit à long terme, soit à court terme, les rôles des uns et des autres dans la société. Donc le sujet de cette exposition, c'est celui-là. Qu'on soit une Amazone, qu'on soit la princesse de Montpensier dans son salon ou sur les créneaux ou les remparts de Paris, qu'on soit une infirmière ou qu'on soit Thérèse Figueur, dragon de l'Empire, on a une place dans cette exposition-là parce que la guerre est un phénomène qui, même quand il n'est pas mondial, rééquilibre nécessairement soit une classe sociale. Au Moyen-Âge, c'est le cas, de très nombreuses Mathildes
pour ne citer qu'elles, prenant le fief de leur époux à pleine main, et le gérant, comme si elles étaient des hommes. Et c'est normal. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le regard que nous, les historiens du 19e siècle, portons sur cette attitude-là. Et donc cette exposition-là veut remettre en question ces stéréotypes, veut voir comment aussi certains d'entre eux se sont créés, vont se défaire, ou d'autres, des nouveaux, se sont créés. Alors pour des stéréotypes de départ, voilà. Un de mes chouchous, le comte Vallée, je vous assure qu'il fait un tabac dans le grand salon. À chaque fois que quelqu'un s'ennuie, qu'un groupe de femmes s'ennuie pendant les discours du général. Si. Le peintre et l'ancien conservateur du musée de Rouen. Alors j'ai rien dit. Bon, Pierre et Gilles, ça se passe de commentaires, hein, mais pour la suite, donc vous avez aussi des rôles de femmes, là encore très stéréotypés en tant que guerrières, soit guerrières hors des cadres, hors des cases, telles que les Amazones, soit celles qui de façon très temporaire prennent les armes pour défendre leur ferme ou leur famille, comme ce tableau extraordinaire d'Horace Vernet, je le veux pour l'exposition, je sais, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, ce sont ces stéréotypes-là qu'on va interroger, et à dessein, je ne vous montre pas les autres œuvres auxquelles nous pensons pour faire un petit peu de teasing. Ça, c'est un petit tableau, un gros brouillon, devrais-je dire. Ça n'est destiné à choquer absolument personne, c'est simplement une façon de regarder la norme telle qu'elle se présente avant la Première Guerre mondiale, notamment, et de montrer quels sont les rôles des uns et des autres. Alors au milieu, dans les carrés blancs, vous avez le rôle basique, à peu près socialement accepté, acceptable. Plus on va vers le bleu, plus on est dans un rôle masculin, ce qui est bien pour les hommes, mal pour les femmes, facile. Et plus on va vers le rose, plus c'est le rouge, plus c'est de l'autre côté. Et alors j'ai essayé, de façon très très empirique et tout à fait discutable, de caser des rôles d'hommes et des rôles de femmes dans toutes ces petites cases pour avoir une espèce de spectrométrie des rôles des uns et des autres pendant la guerre, et surtout de la continuité et de la durabilité de ces changements de rôle que la guerre peut obtenir peut avoir sur la société. Ça peut aller jusqu'à réfléchir à l'après-Seconde Guerre mondiale, mais aussi au terrorisme et à la façon dont nous le vivons aujourd'hui. Donc le sujet est un gros brouillon. Toutes les envies, toutes les remarques seront bienvenues. Merci. Merci. Il est certain que d'ailleurs redéfinir les rôles et que cette redéfinition peut avoir des conséquences durables au lendemain de la Révolution ou au lendemain de la guerre. Alors on est en retard, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, j'ai une question pour Julie Bott. Est-ce que vous connaissez la part de musées privés et de musées publics dans ces musées de femmes? Est-ce que le musée aux États-Unis est un musée privé, si je ne me trompe pas? Est-ce que dans les autres pays, c'est aussi le cas? J'ai peur de dire une bêtise parce qu'aux États-Unis, c'est pas la même conception des musées publics. En tout cas, c'est une institution à vocation publique, ça c'est certain. J'ai peur de dire une bêtise. Le musée privé. C'est un musée privé. C'est-à-dire que C'est un caractère national. dans une ville, en fait, les plus magnifiques choix de muséum, donc la situation est intéressante. Mais en tout cas, pour le National Museum of Human Media, c'est un musée privé. On peut répondre pour celui-ci. Je veux dire, oui, même s'il a des financements privés, il a une mission publique de toute façon. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est donc un musée privé. Merci d'avoir précisé. Je ne sais pas s'il en a pour les autres musées de femmes. La plupart sont privés aussi. Alors il y a le musée au Danemark qui est reconnu comme un musée national. Donc je présume qu'il a le statut aussi de musée public. Mais en tout cas, ce sont souvent des musées créés à l'initiative d'un groupe de privés, en fait, de femmes. Et ensuite, qui essayent de trouver des financements qui peuvent être en partie publics parfois, mais ils n'ont pas... J'ai pas d'exemple en tête. Enfin, je me trouve peut-être au Vietnam.
dans le musée créé à l'initiative d'un État, d'un pouvoir public. Je pense que celui du Vietnam à Hanoï a été fondé suite à l'initiative de l'État, je pense. Et c'est le seul exemple qui me vient en tête en ce moment. Merci. On peut avoir des musées consacrés aux femmes dans leur rôle extrêmement stéréotypique. Ceux-là sont souvent publics d'ailleurs. Oui, j'ai une question également pour participer au vote. J'aurais voulu savoir si une étude a été faite ou réalisée concernant le public qui vient visiter le musée. Est-ce qu'une étude a été faite pour le public des musées de femmes? Ce sont que des femmes. Alors, à ma connaissance, non. Alors, il y a une étude qui a été faite par un groupe de recherche qui s'appelle She Culture et qui a donné donc quelques chiffres sur les visiteurs. Alors, encore une fois, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, je pense que ce sont majoritairement des femmes. De mémoire, il faudrait consulter ces chiffres, hein, c'est un PDF disponible en ligne. En fait, il y a peu d'études malheureusement qui ont été faites sur les musées de femmes. C'est celui-là qui est intéressant parce qu'elle essaie justement de rassembler des données quantitatives pour analyser ce phénomène muséal. Après, si les musées donnent une visibilité aux femmes, ils sont évidemment, enfin, les hommes sont bien entendu invités à venir dans ces musées, à s'y impliquer. Hein. C'est pas du tout, c'est pas des lieux qui se veulent non mixtes, en tout cas dans l'accès, pas du tout. Mais je pense qu'il y a majoritairement des visiteuses. En tout cas, dans les personnes qui sont engagées dans ces musées, je pense qu'il y a majoritairement des femmes, ça c'est certain. En tout cas, toutes les études de public pour tous les musées montrant que le visitorat est en majorité féminin, il serait étonnant que ce soit le contraire. Oui, j'allais dire exactement la même chose et faire cette réponse-là. On sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les visiteurs. Et moi qui ai fait pas mal d'expositions, de présentation des collections, que des artistes femmes, j'avais beaucoup d'hommes comme visiteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup les hommes. D'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, nous allons conclure cette matinée, mais avant, je voulais vous inviter à venir au Musée des Beaux-Arts. Au Musée des Beaux-Arts, vous descendez à vos voisines, vous tournez à droite en arrivant en bas, et dans la zone de travaux, puisqu'on est en train de faire un quartier des musées, il y a le Musée des Beaux-Arts devant le square Verlaine, et à 13h45, performance d'Esther Ferrer, au premier étage du Musée des Beaux-Arts, et vous êtes non seulement invité à y venir, mais on a besoin de vous pour que la performance fonctionne. Sur une base de questions et de réponses. Merci beaucoup.